close. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, d'abord les premiers mots, ce seront pour chacun des intervenants qui sont succédés à la tribune. Moi, j'étais très sensible au fait d'abord que vous avez abordé ce texte avec un mot qui s'appelle l'esprit de responsabilité. C'est vrai qu'il y a une forte attente beaucoup de nos compatriotes qui sont actuellement dans des missions qu'ils assument dans des emplois pérennes et qui attendent de nous qu'on ne les laisse pas dans cette situation de précarité. Ça fait l'objet d'un dialogue social approfondi. Et aujourd'hui, c'est la transcription dans la loi de ce dialogue. Et je salue vraiment la qualité des interventions. Et c'est la raison pour laquelle je veux répondre à chacune d'entre elles. Même si ça prolonge un peu les débats, mais ça permettra en tout cas de répondre déjà aux interrogations. D'abord, saluer le travail du rapporteur, M. Morel-a-L'Huissier. Je veux lui dire que la Commission des lois a prolongé en particulier à son initiative le travail qui était engagé au Sénat. Je m'en félicite. Ce texte est riche, c'est vrai. Il s'est enrichi, j'allais dire, au fur et à mesure des débats. On ne peut pas lui reprocher d'être aujourd'hui un texte qui était enrichi à la demande même de ceux qui m'ont demandé de l'enrichir. Et d'ailleurs, ici même dans cet hémicycle, un certain nombre d'entre vous ont souhaité que sur les points de convergence, nous puissions avancer ensemble. Donc c'est un texte qui est empreint du sceau du pragmatisme. Je l'avais dit d'ailleurs dès le début de son examen, tout ce que nous pouvons faire avancer ensemble, faisons-le dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un service public et je crois d'une considération que nous devons à l'ensemble de nos agents publics, même si j'ai bien noté des divergences sur lesquelles je reviendrai. Donc j'ai bien noté un certain nombre de préoccupations. Je me réjouis d'abord qu'il y ait aussi des dispositions sur lesquelles vous teniez beaucoup, monsieur le rapporteur, notamment celles au sujet du télétravail. On a engagé une réflexion autour de cette mission pour évidemment éviter la désocialisation qui serait liée au fait qu'on exerce un métier en dehors de son cadre traditionnel, mais dans le même temps permettre aussi le télétravail comme étant une source d'enrichissement pour des personnes qui ont des déplacements ou qui souhaitent faire coïncider vie familiale et vie professionnelle. Donc je sais combien vous êtes impliqués. Je suis d'ailleurs allé dans votre beau département pour voir remettre un travail que nous avions demandé au Conseil général d'industrie, notamment sur l'environnement du télétravail. J'ai entendu aussi votre message sur les secrétaires de mairie, tous ceux qui travaillent au quotidien aux côtés de nos petites communes. Et je m'engage à examiner avec attention ce sujet, mais il relève du domaine réglementaire. On aura l'occasion d'en reparler. S'agissant aussi, vous avez soulevé la problématique des femmes de préfet. Je pense qu'il faut effectivement veiller à la vie familiale de ceux qui sont appelés aussi à exercer leur mission territorialement et pour lesquels il faut faire coïncider aussi. Oui, les maris, bien naturellement, mais je crois que nous devons progresser. Pour l'instant, c'était plutôt la problématique des femmes. D'ailleurs, nous espérons qu'un jour, au mot femme, nous substituions le mot homme de préfète, pour lequel, mais pour l'instant, malheureusement, le constat, nous l'avons tous fait ensemble, et j'y reviendrai d'un mot tout à l'heure. Donc, vous avez sensibilisé, je vais en parler aussi à mon collègue Claude Guéant. Je sais que l'association du corps préfectoral a fait dans le passé, je vais en saisir le ministre de l'Intérieur, et donc je sais que l'association du corps préfectoral a fait dans le passé un certain nombre de propositions pour améliorer ce statut des conjoints. Donc j'évoquerai ce sujet avec le ministre de l'Intérieur. Et puis vous avez rappelé que le Sénat avait examiné ce texte et que ce texte avait fait l'objet d'une quasi-unanimité, puisque seul le Parti communiste s'était abstenu. Les autres groupes avaient accepté donc de voter ce texte enrichi. Je crois que c'était utile de rappeler. Madame la présidente Zimmermann, vous avez naturellement évoqué le sujet de l'égalité professionnelle, l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions à responsabilité dans la fonction publique. Je crois qu'en effet, comme vous l'avez dit vous-même, ce projet de loi fera date dans ce domaine. L'enjeu, comme vous l'avez rappelé, c'est de briser en quelque sorte le plafond de verre qui empêche encore trop les femmes d'accéder aux plus hautes responsabilités. Les débats que vous avez eus en commission, les débats que vous avez conduits dans la délégation ont considérablement enrichi la réflexion, et la mienne d'ailleurs aussi, je dois vous le dire très, très simplement. Et donc nous avons déjà adopté une première série de mesures à votre initiative et à celle de Françoise Guégaud qui sont des mesures ambitieuses, dans le prolongement du rapport sur l'égalité professionnelle qui avait été remis au président de la République. Je m'étais engagé d'ailleurs devant votre commission des lois, lorsque j'y suis allé récemment, à présenter un amendement visant à instituer des quotas, puisque j'ai constaté, tout comme vous, vous l'avez rappelé, que le temps n'était pas une bonne réponse et que le temps n'y faisait rien,
et que si nous n'étions pas très engagés pour faire en sorte que les choses évoluent, bien, elles ne changeraient pas. Et donc, comme nous sommes déterminés à faire en sorte que la fonction publique soit exemplaire et représentative de la société qu'elle sert, eh bien, nous prendrons les mesures et j'espère qu'elles seront suivies par l'ensemble de ceux qui participent aujourd'hui à notre débat. La mesure de quota, c'est vrai c'est pas une panacée, bien sûr. Elle est forte, elle est contraignante, mais c'est le seul moyen de faire avancer ce dossier. Je sais compter sur votre soutien, Madame Zimmermann, et je salue votre engagement. Monsieur Chassaigne, je vous ai écouté naturellement avec un grand intérêt, puisque vous êtes toujours très engagé. Ce projet de loi, d'abord, je voudrais le rappeler, ça résulte d'un accord syndical. Il résulte d'un accord syndical de 6 fédérations sur 8 qui l'ont signé, et j'espère que cela, vous ne le regrettez pas. Vous ne le regrettez pas. D'ailleurs, j'ai noté que votre abstention, je l'ai perçue comme une forme d'encouragement, et non pas... Et d'ailleurs, cet encouragement, je vous y engage à vous aussi, puisque, vous le savez, c'est une traduction de cet accord qu'il y a dans la loi. Sur l'égalité professionnelle, j'ai indiqué dès ma prise de fonction que j'ouvrirai une négociation sur ce sujet. C'est ce que j'ai fait, parce que dans le même temps que nous avons pris des dispositions dont vous semblez regretter qu'elles n'aient pas fait l'objet de négociations, nous avons ouvert une négociation sur l'égalité, sur l'égal accès des femmes et des hommes. Ouvert une négociation, et monte un sens. Et donc nous avons déjà fait avancer un certain nombre de mesures. D'ailleurs, Françoise Guégaud et Madame Zimmermann ont rappelé toutes deux que toutes ne relevaient pas du domaine législatif. Et je vais vous citer un exemple, en tout cas un témoignage. J'ai recruté dans mon cabinet une personne il y a quelques mois qui m'a dit, une universitaire dont j'ai chargé aussi de travailler avec vous sur les questions d'égal accès des femmes et des hommes, et lorsqu'elle a rejoint le cabinet, elle m'a dit « Je souhaiterais pouvoir faire coïncider vie familiale et vie professionnelle ». Effectivement, nous sommes convenus que nous n'organiserions pas de réunion qui commencerait après 16h30. C'est aussi une question d'organisation du temps de travail pour permettre l'exercice aussi. Et c'est une question de culture, pas simplement une question législative. Donc je voulais vous faire bénéficier de cette expérience. Je sais, Monsieur Chassaigne, que comme vous êtes un homme de terrain, l'expérience est un enrichissement permanent pour ce qui vous concerne comme pour ce qui me concerne. Nous avons cela en partage. Sur les dérives et les lacunes, le dispositif que je propose, il est complet, il est cohérent. Donc, c'est vrai que vous avez observé vous-même qu'il y avait eu des grands plans de titularisation, mais vous avez observé vous-même qu'ils n'avaient pas réglé le problème, puisque depuis 1946, 16 se sont succédés. 16. Là, la nouveauté de ce texte, c'est que non seulement il règle le problème de la précarité de ceux qui sont déjà depuis plus de 6 ans en situation de contrat renouvelé successivement, mais en plus, il présente un caractère automatique qui fera en sorte que désormais, tous ceux qui se retrouveront dans cette situation se verront proposer et se verront engagés dans un contrat à durée indéterminée. C'est une avancée. Et croyez-moi, j'ai entendu, j'y reviendrai, un certain nombre de personnes qui trouvaient qu'on allait rigidifier. Enfin, franchement, 6 ans de CDD, 6 ans, alors que nous imposons dans le secteur privé au bout de 18 mois, y compris sur des CDD à temps très partiel. Enfin, franchement, je crois que c'est une avancée. Je pense même d'ailleurs que cette marche devrait être poursuivie, parce qu'on ne peut pas laisser des personnes qui sont au service du public, dans des circonstances de ce type, aller chercher un logement, tout simplement de vie. Moi, j'ai eu de nombreux témoignages. Aller chercher un prêt pour acheter une voiture lorsque vous êtes en CDD. Je trouve que, voilà, il y a la dignité aussi à exercer, à adresser en tout cas un message fort à ceux qui sont au service de la République et qui ont fait le choix d'un métier dont je vous concède que c'est un métier particulier. C'est un métier fait de devoirs et de droits qui s'appelle servir nos compatriotes. C'est exigeant, mais en même temps, on doit adresser un signal et ne pas laisser les personnes dans des situations de précarité. C'est ce que j'ai appelé l'exemplarité, tout simplement. Et ça, nous l'avons en partage. Collectivité territoriale, hospitalier et État également. En tout cas, j'ai apprécié la tonalité que vous avez mise. Voilà, je pense qu'il faut éviter aussi de stigmatiser les contractuels. Je voudrais vous dire, Monsieur Chassaigne, tous ne sont pas en situation de précarité. Lorsque vous demandez dans vos collectivités d'assumer un remplacement ou d'avoir des besoins particuliers, un surcroît de travail, c'est aussi dans un parcours d'accès à une professionnalisation, une expérience qui peut être mise à profit dans la conduite d'une carrière. Et donc il n'est pas anormal, d'ailleurs un certain nombre de vos collègues de collectivités territoriales m'ont dit attention, ne remettez pas en cause le contrat, nous en avons aussi besoin dans toutes les collectivités, qu'elles soient dirigées par des personnes se réclamant de l'opposition,
se réclamant du centre et de la majorité, par voie de conséquence, de l'UMP. Donc voilà, nous avons en partage. Donc je voulais vous le dire. Monsieur Diefenbacher, merci de vos propos. J'ai trouvé que, d'abord, ils étaient justes, ils étaient lucides, et puis ils étaient engageants. Vous avez su replacer ce projet de loi et le débat qui nous occupe dans une perspective beaucoup plus large que celle de la fonction publique, de ce qu'elle doit apporter dans une société moderne. Je crois comme vous la nécessité inlassable de changement et de la modernisation. La société a changé, même la façon dont on assume des services au public, tout simplement l'accès aux nouvelles technologies, à l'Internet, le téléchargement, tout ça, ça a provoqué des mutations profondes pour lesquelles il faut qu'on accompagne les agents dans leur changement et ne pas les mettre dans des postures dans lesquelles ils se trouveraient dos au mur et dans l'incapacité d'assumer les fonctions qu'attendent nos compatriotes. Et donc la société change, évidemment. La fonction publique doit évoluer. Vous avez employé le mot de justice sociale, d'exemplarité de l'État, eh bien, de dignité même, avez-vous dit, du service public, Monsieur Diefenbacher. Ces mots, je les fais miens. Je remercie le groupe UMP, puisque vous vous êtes exprimé au nom du groupe, de son soutien. Bernard de Rosier, oui, il y a précarité. Oui, il y a précarité, vous l'avez évoqué. D'ailleurs, qui songera à le nier au moment même où nous proposons un projet de loi pour lutter contre cette précarité? Il faut veiller à ce qu'on ne crée pas de nouvelles voies d'accès, vous l'avez dit, mais dans le même temps, c'est une sécurisation qui permettra aussi d'ouvrir des voies d'accès par la valorisation des acquis de l'expérience. Ça aussi, dans l'ouverture, dans la possibilité sur un parcours de valoriser son expérience acquise. Donc ça n'est pas un plan de titularisation massif, en effet, c'est une possibilité qui est ouverte aux collectivités notamment, comme à l'État ou aux hospitaliers, de pouvoir tout simplement valoriser ces acquis de l'expérience. Et je trouve que c'est une façon aussi d'entrer et d'apporter aussi une perspective de carrière pour ne pas engager les agents du service public dans une forme de tunnel dans lequel la seule perspective serait l'avancement à l'ancienneté. Parce que c'est extrêmement démotivant. Une fonction publique moderne, il faut qu'elle ouvre les fenêtres, les portes, qu'elle puisse être mobile. Et c'est d'ailleurs tout l'objet des éléments que nous aurons à regarder, monsieur de Rosier. Urgence, oui, vous avez regretté qu'il y ait urgence. Vous savez, il ne savait pas si longtemps que j'étais président d'un groupe parlementaire. Évidemment, on préfère le temps du dialogue et du débat. Mais là, convenez que nous avions un choix où ce texte passait et on l'examinait dans l'urgence, où nous prenions un risque de ne pas le voir adopté. Eh écoutez, le gouvernement a préféré le voir adopté et la majorité, j'espère l'opposition, nous rejoindra sur cette nécessité d'être pragmatique. Il arrive au moment où il arrive. Le pire, monsieur de Rosier, permettez-moi de vous le dire, le pire, monsieur de Rosier, eût été que ce texte n'arrive à point. Et là, évidemment, ça aurait été une faute que vous auriez pu reprocher au gouvernement. Ne reprochez pas au gouvernement la vertu, car vous sombreriez vous-même dans le vice, ce dont je sais que vous cherchez à vous éloigner en permanence. Oui, alors RGPP, je réponds là sur les motifs de la RGPP. Moi, j'assume les réformes que nous avons conduites. D'ailleurs, ce que j'observe, c'est que personne ne reviendra sur la réforme de Pôle emploi. Personne, je n'ai pas entendu dire. Personne ne reviendra sur la réforme de nos armées. Elle a été difficile à faire. Qui reviendra sur la réforme de la justice, et notamment de l'organisation judiciaire? Personne. Donc voilà, vous savez, je vous invite, et je l'ai dit souvent aux syndicats, aux organisations syndicales, je vous invite à regarder ce qui s'est passé dans tous les pays qui n'ont pas fait les efforts que nous avons faits de non-remplacement d'un agent sur deux partant à la retraite. J'observe que par voie de conséquence, nous avons remplacé aussi un agent sur deux partant à la retraite. Regardez dans tous les pays qui n'ont pas fait cet effort. Regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe en Angleterre, regardez ce qui se passe en Grèce. Je ne parle pas de la Grèce. Bon, mais regardez ce qui se passe. Ce sont des baisses de traitement, des baisses de pension. En Angleterre, vous avez des licenciements, 300 000 licenciements, ce n'est pas du non-remplacement. Et nous avons voulu jouer gagnant-gagnant. D'ailleurs, même la Cour des comptes a relevé que nous avions apporté plus en retour sur la situation de nos fonctionnaires, plus que les 50% que nous étions engagés comme retour. Oui, c'est un système gagnant-gagnant. Oui, il faudra qu'on ait une réflexion sur le périmètre de ce que doit être un État moderne. Mais on ne pourra pas s'exonérer, nous aussi, collectivité, de l'effort collectif. Je le dis comme président d'un conseil général. Je ne suis pas un ministre de la fonction publique hors sol. Je ne suis pas là à chercher, moi non plus, à me tirer des balles dans le pied dans l'exercice des responsabilités que j'ai par ailleurs. Simplement, le mot responsabilité qui a présidé à tous nos travaux, c'est le mot qui restera la recherche de l'efficience comme étant un effort permanent que nous devrons faire, sans quoi nous pleurons sous les charges.
Et de cela, nous pouvons convenir que c'est un chemin qui est devant nous dans les collectivités, comme au niveau de notre organisation d'État et territoriale. Je crois que je vous ai répondu, Monsieur de Rosier, assez longuement. Enfin, je ne vais pas prolonger. Jacques-Alain Benisti, vraiment, d'abord, je veux vraiment saluer le travail que vous avez accompli sur les centres de gestion. Je connais votre implication dans ce domaine. Vous présidez vous-même un centre de gestion très important. Vous l'avez rappelé en termes d'agents concernés. Vous avez souhaité qu'on puisse faire évoluer les centres de gestion. D'ailleurs, Monsieur de Rosier, vous y avez participé ce matin même. J'ai tenu à présider moi-même la réunion. Nous avons évolué, nous avons avancé, nous avons un corpus désormais dans lequel les collectivités pourront trouver un service établi des centres de gestion. Je déposerai donc l'amendement sur les centres de gestion qui répond ainsi à votre attente et je vous remercie vraiment de votre implication. Ce texte est important pour les centres de gestion. Vous avez parlé même d'un moment important, historique. Ben oui, je crois qu'il faut en convenir ensemble. En tout cas, je voulais vraiment saluer votre travail. Monsieur Deluga, ce texte est consensuel. Faut-il s'en désoler? Non. Moi, je ne m'en désole pas. Au contraire, je m'en réjouis. Soyez certains que tous ceux qui ont des difficultés de vie et qui connaissent cette précarité, ça ne leur a pas échappé aussi que c'était une avancée importante qu'on est en train de faire ensemble. C'est une nécessité impérieuse de parvenir à l'aboutissement de ce projet de loi. Je veux vous dire ici que le président de la République y tient également beaucoup. C'est la raison pour laquelle il était inscrit prioritairement. Je sais les démarches que vous avez entreprises aussi pour améliorer le financement du CNFPT. Je vous ai souvent vu. D'abord, je voudrais bien apporter une précision. Le gouvernement a donné son accord au vote d'une mesure d'origine parlementaire. Je veux quand même rappeler la chronologie. D'autre part, on peut avoir une lecture différenciée sur le rapport de la Cour des comptes. Enfin, on ne peut pas s'exonérer du rapport de la Cour des comptes. C'est une institution qui, précisément, compte dans notre République. Et on ne peut pas, d'un côté, nous dire qu'il faut tenir compte de son avis et de l'autre, ne pas en tenir compte lorsque nous sommes directement concernés. J'ai pris conscience, bien sûr, des nécessités que vous avez pour assurer votre mission. Je veux simplement ajouter un point. C'est que c'est une mesure provisoire, puisque nous pourrons faire un bilan. C'est une mesure très provisoire, puisque je crois que c'est 2013, jusqu'en 2013. Bon, quand vous dites, par contre, baisse du volet, enfin, qu'il y aurait un absent dans le projet de loi, c'est le volet formation. Enfin, franchement, pour les contractuels, nous avons prévu précisément de renforcer le volet formation et de faire en sorte qu'on puisse les accompagner dans leur évolution de carrière éventuelle avec les perspectives de valorisation des acquis d'expérience que vous avez décrits. Donc on ne peut pas quand même dire qu'il y aurait une faiblesse sur le plan de la formation. En tout cas, la précarité, elle frappe, comme vous l'avez dit, Madame Pourcinoff, elle frappe plusieurs dizaines de milliers de personnes de la fonction publique, des agents avec des CDD renouvelés depuis des années. Cette situation n'est pas nouvelle, mais comme vous l'avez dit, et je fais bien aussi les mots que vous avez employés, la situation est inacceptable. Ce projet de loi y mettra un terme durable. Madame Guégaud, bien écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de dire et de vous remercier. Je vais vous faire d'ailleurs une confidence qui sera partagée désormais, dès lors que je vous l'aurai faite, mais avec Madame Zimmermann, vous avez beaucoup contribué à l'évolution de mon approche du problème de l'égalité, de l'égal accès des femmes et des hommes. Au tout départ, je n'étais pas très favorable à l'idée de quotas. Je comprends que ça peut aussi... c'est pas une idée spontanée. Mais dans le même temps, il n'y a pas d'autre solution. Donc merci pour ce combat que vous avez mené et qui trouvera son prolongement, on vous le doit pour beaucoup. Et donc je voulais simplement vous le dire à toutes deux et vous le dire, Madame Guégaud. J'ai eu l'occasion de saluer déjà à diverses reprises votre engagement sur l'égalité femmes-hommes. Bernard Roman, déprécarisation non budgétée en PLF. D'abord, pour tout ce qui concerne les passages de CDD en CDI, c'est un changement pour la personne concernée, ce n'est pas une charge supplémentaire. Je fais observer simplement. Ça pourrait être en étude éventuellement sur la titularisation, mais là, je vous l'ai dit, c'est une possibilité qui est ouverte, et donc elle ne se manifestera pas de manière spontanée dès le vote de la loi, elle s'établira dans le temps en fonction des postes qui sont ouverts. Sur vos questions, sur la question très importante que vous avez soulevée, Monsieur Bernard Roman, c'est sur la portabilité du contrat. Le projet de loi a bien prévu la portabilité, c'est-à-dire que l'ancienneté puisse être reprise. Mais c'est simplement une possibilité pour les...
Oui, pour les CDI, je croyais. Hein, pour les CDI, il y a bien une portabilité. Simplement, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et je crois que d'offrir le fait que ce soit une possibilité, c'est précisément pour éviter les effets que vous avez vous-même soulignés, qui pourraient être sur des congés mobilité qui pourraient effectivement être pris pour occuper un CDI ailleurs. Donc, il sera obligatoirement l'objet d'un dialogue entre la collectivité, j'allais dire, que quitte l'agent concerné et la collectivité qui s'apprête à l'accueillir. Donc, cette obligation, en tout cas, d'avoir et cette possibilité offerte, obligera à un dialogue entre les deux, mais ne créera pas d'obligation qui aurait pu être un peu préjudiciable. Je voulais simplement attirer votre attention sur ce point. Mais je sais que vous avez soulevé une vraie question qu'on avait d'ailleurs soulevée au Sénat. Frédéric Reiss, moi j'ai beaucoup apprécié aussi ce que vous avez dit, parce que c'est inspiré aussi de votre expérience. Vous avez cité cet exemple de maître nageur. Encore vos mots qui résonnent, expérience de maître nageur, pour lequel vous ne pouviez pas trouver les voies par une titularisation, qui se trouvait dans la situation de précarité que nous décrivions. Le fait que désormais vous puissiez leur proposer un CDI, ça permettra aussi de stabiliser leur situation professionnelle et de leur permettre de se voir un avenir, parce qu'il sera assorti évidemment d'une possibilité d'un entretien annuel sur les conditions d'exercice, et vous aurez là les possibilités de les faire évoluer dans leur carrière. En tout cas, je vous le dis, j'ai beaucoup apprécié la tonalité. Sur la lutte contre les discriminations, bon, ça existe déjà, vous aviez posé la question, notamment dans nos nombreux ministères, nous avons une charte de lutte contre les discriminations, notamment à Bercy, au ministère de l'Intérieur. Le projet de loi leur donnera une assise législative qui fait actuellement défaut en matière de parité femmes-hommes. Par ailleurs, vous avez souligné, je veux dire souligné justement, que le projet de loi apporte des réponses concrètes à de nombreuses questions qui se présentent dans notre fonction publique locale, et je m'en réjouis. Frédéric Massat, voilà, je voulais dire que tous les 891 000 CDD ne sont pas en situation de précarité, chacun le sait. Donc on va régler le problème, y compris des 10-12, comme on les appelle, c'est-à-dire dans l'éducation nationale. C'est vrai que, et je réponds là à une question qui avait été posée, les syndicats souhaitaient qu'on avance sur ce sujet. Ils n'avaient pas émis d'insatisfaction sur ce que nous avions déjà prévu comme accord, puisque ça fait l'objet d'un accord syndical. En revanche, ils avaient souhaité qu'on aille au-delà pour prendre en compte les 10-12. J'avais pris l'engagement vis-à-vis des syndicats que cette affaire serait réglée, en tout cas que je trouverais une solution et que je proposerais par voie d'amendement de le régler dans le cadre du débat parlementaire. C'est le cas, je crois, et je sais, et je crois pouvoir vous dire qu'ils s'en réjouissent avec moi. J'espère que vous voterez ces mesures. En tout cas, merci Frédéric Massat, donc pour votre. Alors, Yves Bur, je sais pas, il n'est pas là pour l'instant. J'espère qu'il reviendra. Parce que franchement, je n'ai absolument pas compris sa démonstration. Yves Bur est partisan d'une gestion, comme il le dit, courageuse des collectivités. Mais dans la majorité, comme je l'espère dans l'opposition, en tout cas moi je peux porter témoignage, que nous sommes tous partisans d'une gestion courageuse. Enfin, nous avons assumé, le gouvernement de la France a assumé une gestion courageuse de la fonction publique. Qui peut dire aujourd'hui que ce n'a pas été le cas ? Et d'ailleurs, qui pourrait dire aujourd'hui que l'on a fait plus d'efforts dans les collectivités territoriales que nous l'avons fait dans l'État? Assurément non. Regardez, nous avons le non-remplacement du 1 sur 2. Il s'est appliqué que dans la fonction publique d'État. Il ne s'est pas appliqué dans la fonction publique hospitalière, je tiens à le rappeler, ni dans la fonction publique territoriale. D'autre part, je dis gentiment à Yves Bur, il prend exemple sur le privé, tout en me disant que ça rigidifie le fait de passer au bout de 6 ans un CDI. Non mais rigidifier au bout de 6 ans dans un CDI, permettez-moi de vous dire, quand dans le même temps on fait référence au privé, qu'il y a là un bug, comme on dit en matière informatique. Parce que dans le privé, l'obligation de passer à un CDI après des périodes de CDD, elle s'impose au bout de 18 mois, y compris à partir de 4 heures hebdomadaires. Donc franchement, nous avons sécurisé les parcours d'accès au contrat à durée déterminée. Donc je ne comprends pas ce procès que j'apparente à un faux procès. En tout cas, je vais lui refaire passer une note assez rapidement avant l'examen enfin le vote, parce que là, franchement, quand il me parle aussi, M. Yves Bur, de titularisation massive, enfin franchement, les mots ont un sens. Il n'y a pas de titularisation massive. Il y a une possibilité offerte aux collectivités de valoriser les acquis de l'expérience par une discussion sur un plan qu'on peut mettre à terme sur la gestion prévisionnelle des effectifs et des carrières.
Enfin, franchement, je crois que là, les mots ont un sens. Enfin bon, j'ai pas très bien compris. Mais après tout, ça fait partie des singularismes auxquels on est parfois confronté dans l'exercice des responsabilités. Gérard, Monsieur Charest, bon, vous avez parlé de RGPP, je n'y reviens pas. La politique de RGPP, elle s'est pas faite, comme certains le disent, de manière aveugle. D'abord parce que certains pans ont été complètement épargnés de l'RGPP. Je pense notamment à la justice, qui ne s'est pas vue appliquer le non-remplacement du 1 sur 2. Dans la répartition territoriale des effectifs, on a tenu compte de la réalité territoriale et des situations existantes, naturellement. Je vous l'ai dit, je suis élu d'un département qui compte, d'une circonscription qui a 344 communes, la moitié d'un département dans une seule et même circonscription, une terre d'élection. Bon, je puis vous dire qu'on a tenu compte des réalités territoriales. Bon, il faut en finir voilà, avec l'idée selon laquelle on pourra créer demain des fonctionnaires. Enfin, franchement, qui peut le croire? Pas les fonctionnaires eux-mêmes, personne ne le croit aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut simplement, c'est rechercher l'efficience en offrant des perspectives de carrière à ceux qui ont fait le choix de servir dans la fonction publique, qui, je le répète, n'est pas un métier comme un autre. René-Paul Victoria, je vais vous dire, j'étais profondément touché et même ému par les mots que vous avez employés pour décrire la situation de toutes ces personnes qui attendent, y compris avec la situation tout à fait particulière d'un département que vous représentez avec beaucoup d'engagement, celui de La Réunion. Je sais votre engagement. Vous avez parlé de texte de progrès, oui. Il s'appliquera aussi de manière égale dans tous les départements de France et d'outre-mer. Et donc, oui, c'est un texte de progrès. Oui, pour les femmes, la place des femmes dans la fonction publique, c'est aussi une avancée. Oui, l'outre-mer, vous l'avez dit, ne sera pas oublié. Et donc, j'ai trouvé que les mots étaient empreints de beaucoup d'humanité au sens littéral du terme. Et je crois que c'est la marque aussi de votre engagement personnel. Je tenais simplement à le saluer. Germinal Perrault, bon, chacun sait le travail que vous avez fait. On a souvent débattu au Parlement depuis bien des années. Je connais votre implication en direction du territoire rural. Vous avez fait avec Jérôme Mignon un travail d'inventaire et je crois que territoire rural comme quartier sensible, on aura une recherche d'efficience à faire aussi. Regardez, je ne vais pas évoquer tous les sujets que vous connaissez bien et que pour certains d'entre eux, nous avons en partage. Je veux simplement, vous avez évoqué le phénomène des reçus collés. On a eu un débat au Sénat sur cette question. Est-ce que pour les reçus collés, c'est-à-dire ceux qui passent des concours pour lesquels vous n'avez pas le poste correspondant, c'est ça en fait, poste correspondant à leur offrir, est-ce que d'abord on pourra continuer dans cette gestion de créer des frustrations, parce que préparer un concours c'est long et c'est difficile. D'ailleurs, j'ai regardé moi-même la nature des concours, je pense même qu'il faudra les faire évoluer. Je l'ai dit d'ailleurs au président Sueur, à qui je me suis livré à un exercice, je demandais aussi de répondre à des questions d'un concours de catégorie C sur Gérard de Nerval. Alors chacun sait que Gérard de Nerval est quand même le table de chevet d'un agent de catégorie C. Mais enfin, je crois qu'on devra les moderniser, ces concours, naturellement. Mais dans le même temps, une fois que vous avez passé le concours, le fait de passer, rappelez-vous, nous sommes passés 2 ans à 3 ans. En passant de 2 ans à 3 ans, tout le monde se disait, on va régler le problème. Parce que finalement, des postes vont se libérer. Or, ne s'en libèrent pas plus. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut passer de 3 ans à 4 ans. Eh bien, au lieu de faire un frustré pendant 2 ans ou 3 ans, eh bien, vous allez faire un frustré de 3 ans à 4 ans. Et moi, je pense qu'il faudrait plutôt qu'on se pose une question sur l'organisation des concours et sur l'évolution des carrières dans la fonction publique. J'en ai parlé d'ailleurs très librement avec les syndicats. Vous savez, l'évolution, vous avez des phénomènes de tassement de grille aujourd'hui. Vous avez la remontée du SMIC, on vient de augmenter le traitement des bas salaires de la fonction publique de 2,4%. Aujourd'hui, vous avez une remontée au point que la personne qui se trouve au-dessus, on a d'ailleurs remis quelques points, on a même supprimé l'indemnité différentielle, ce qui fait qu'on ne peut plus parler de sous-SMIC dans la fonction publique. Mais simplement, c'est qu'en remontant le SMIC de cette manière, vous n'offrez plus de perspective de carrière dans la durée, enfin en tout cas d'avancement. Aujourd'hui, je vous le dis très simplement, mais vous le savez tous, quelqu'un qui est en catégorie C aujourd'hui devra, en pied de catégorie, pied de grille, va devoir attendre, je crois, une bonne dizaine d'années pour se voir augmenter de 19 € par an. Donc on voit bien que les grilles aujourd'hui, les perspectives qu'elles offrent ne sont pas satisfaisantes et qu'il faut qu'on réforme ce dispositif. C'est la même chose pour le passage de C en B ou le 8e échelon qu'on a créé en C, etc. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez bien le sujet. Donc il faudra qu'on ait une réflexion beaucoup plus approfondie.
Je fais confiance à la future majorité qui sera reconduite, dont je ne doute pas que nous y appartenions, pour mener à bien ce grand projet. Charles de la Verpillière. Non, mais je termine, mais je voulais vraiment vous répondre à chacun parce que je trouve que c'est une marque de considération du gouvernement vers le Parlement, même si je suis un peu long. Charles de la Verpillière, je veux vraiment d'abord vous remercier. Comme vous l'avez dit, c'est un projet de loi important, c'est un projet de loi concret. Vous avez employé aussi le mot de pragmatique et de tangible. Eh bien, ce sont des mots que je fais miens. Oui, en effet, je l'ai déjà dit, la société change, les besoins évoluent, la fonction publique doit changer, doit évoluer, et cette réforme a été conduite avec le souci du dialogue. C'est d'ailleurs ce qu'a relevé aussi Michel Huneau, que je tiens à remercier pour le soutien du groupe Nouveau Centre qu'il a exprimé au projet de loi qui est ainsi déposé. Oui, la méthode, c'est une méthode du dialogue, c'est une méthode pragmatique, c'est une méthode aussi de considération à l'égard du dialogue syndical. Et d'ailleurs, vous avez relevé aussi l'évolution des moyens syndicaux, avec la condition de la transparence qui est assortie. Oui, nous avons garanti et donné les moyens d'un véritable dialogue social fondé sur la représentativité, c'est-à-dire sur les élections. C'est une grande nouveauté. Je vous remercie de l'avoir souligné. Et c'est ce qu'ont très bien compris les organisations syndicales qui participent aujourd'hui encore à l'ensemble des discussions que nous avons ouvertes, y compris sur l'égalité femmes-hommes, et donc qui ont signé majoritairement cet accord. Enfin, bien, je crois avoir terminé et je vous remercie en m'excusant d'avoir été un peu long, mais c'était, voilà. À qui? Si, je viens de lui répondre à l'instant. Bien. Vous avez eu un moment d'échappement parce que je vais vous dire une chose, je viens de dire de la remercier du soutien du groupe Nouveau Centre, ce dont je pensais que vous n'alliez pas être surprise. Donc, je vous remercie, mesdames, messieurs les députés, de votre soutien. Merci, Monsieur le Ministre. Avant d'entamer l'examen des articles et pour permettre à chacun de s'y préparer, je vais suspendre techniquement la séance pour 5 minutes. La séance est suspendue.